d'introduction d'une minute. Oui, c'est bon. Pour te présenter. Très bien. T'es prêt, non, c'est bon. Moi, je suis prête. Il n'y a pas de problème. Donc, bonsoir. On va commencer pour pas trop décaler. Donc, on est très content d'accueillir Sandrine Caroli, qui est professeure d'ergonomie à l'Université de Grenoble, qui travaille depuis longtemps, mais pas très longtemps parce qu'elle est encore très jeune, mais sur les troubles musculo-squelettiques, sur l'ergonomie des activités de service, on peut dire ça un peu comme ça, et qui est psychologue de formation, ergonome, et qui travaille depuis un certain temps sur les dimensions collectives de l'activité et de la prévention. Et ça nous semblait utile de rappeler cette dimension très importante de l'activité collective, des conséquences, des éléments, comment ça peut être interprété, travaillé, tant pour la compréhension des troubles que comme une ressource pour la prévention. C'est une dimension qui a parfois été un petit peu oubliée et ça nous semblait utile. Donc elle est sympa parce qu'elle va travailler à Grenoble tôt demain, donc elle repart juste après. Donc on finira peut-être un petit peu plus tôt que d'habitude pour laisser le temps de manger avant de prendre son train. Donc ce sera peut-être un tout petit peu plus court que les autres fois. Et ensuite, je passerai la parole à Sandrine et le débat sera animé comme d'habitude par René, qui est notre organisateur, avec Natacha Fouquet, que je remercie de ces conférences qu'on arrive à peu près à tenir de manière trimestrielle. Sandrine, c'est à toi. Très bien, merci. Impeccable. Bonsoir à tous. Merci aux organisateurs de m'offrir cette possibilité de vous parler un peu de mes travaux de recherche. Aujourd'hui, je vais vous parler de l'activité collective et les processus de réélaboration des règles comme étant des enjeux pour la santé au travail. Alors, l'activité collective, d'abord, il faut savoir que c'est une préoccupation importante. Ces dernières années sont marquées par des modifications profondes des situations de travail, pouvant être à l'origine de la prise en compte de la dimension collective de l'activité. Alors, cette préoccupation, elle est marquée par des évolutions des techniques de communication avec les nouvelles technologies, le passage aussi d'une activité homme-machine à une activité homme-homme, une prescription qui est de plus en plus collective avec des tâches discrétionnaires, une intensification du travail et des réaménagements fréquents des collectifs de travail, pouvant produire parfois des fragilisations des collectifs avec des atteintes multiples sur la santé, les TMS, le stress, les dépressions, l'usure, les suicides. Les exemples sont nombreux. Des questions se posent donc sur le rôle du collectif. Dans certaines situations, il apparaît comme une ressource pour la santé, par exemple sur les recherches sur le vieillissement au travail. Dans d'autres situations, les collectifs sont négatifs, n'aident pas le salarié à réaliser son travail, constituent parfois une contrainte supplémentaire quand il est basé sur des normes de menaces, de peur et de compétition. Par exemple, dans un centre d'appel, le management va distribuer des stylos à l'équipe, notamment aux membres de l'équipe qui arrivent à accomplir les résultats attendus, mettant en exergue finalement dans l'équipe le maillon faible, celui de l'équipe qui n'y arrive pas, qui gêne la performance collective. Donc les conflits d'équipe conduisent parfois de l'épuisement. Un certain nombre de stratégies défensives apparaissent, basées souvent sur le déni du réel, et aboutissent à une impasse de reconnaissance, à un travail empêché, qui peut être source de dégradation de la santé. D'où la nécessité de définir l'activité collective. L'activité collective peut être une ressource, c'est ce qu'on va essayer de montrer. Nous montrerons ici que pour que l'activité collective soit une ressource, d'abord il faut pouvoir combiner du travail collectif et du collectif de travail. Et puis il faut pouvoir s'interroger sur les processus de réélaboration des règles dans le travail. Nous prendrons de nombreux exemples pour essayer de montrer cela. Et on montrera que quand ces conditions sont remplies, à ce moment-là, l'activité collective va avoir plusieurs enjeux pour la santé.
L'activité collective est une ressource pour la santé individuelle. L'activité collective est source de développement des compétences. L'activité collective contribue à la vitalité du collectif. Et puis développer l'activité collective, ça permet aussi d'agir sur la réorganisation du travail. Donc c'est ce que je vous propose de montrer aujourd'hui. Alors bon, pour pouvoir décrire l'activité collective comme une ressource pour la santé, d'abord il est important de situer l'activité collective et ses modèles par rapport à l'ergonomie, et notamment l'activité individuelle. Puis ensuite, je vous présenterai le modèle de l'activité collective que je défends aujourd'hui, et je prendrai quelques exemples pour illustrer comment c'est un enjeu pour la santé. Alors, ce qui est à la genèse de l'activité collective, c'est d'abord que l'ergonomie, elle a eu une certaine proximité avec la sociologie qui a permis de dépasser les situations de travail, c'est-à-dire uniquement le poste de travail, et de prendre en compte l'ensemble des postes, l'unité de travail, et de prendre en compte dans cette organisation du travail la production de règles collectives dans l'activité. Notamment, la sociologie nous a permis de comprendre que l'action collective est faite de coopération, de conflictualité, de rapport de force entre les acteurs, de construction de normes et de culture. Ce rapprochement avec la sociologie a été rendu possible par une préoccupation commune à partir de l'action pour pouvoir produire des connaissances. Et donc, la sociologie nous permet de concrétiser les interactions entre les acteurs, ces interactions étant le point de départ des échanges, des confrontations, des disputes qui font émerger des réseaux de coopération. Le travail collectif donc, se manifeste à travers différentes formes de coopération selon les possibilités de se coordonner dans l'action et de se concerter en dehors de l'action. Alors un autre élément à la genèse de l'activité collective en ergonomie, c'est les travaux qui ont été faits par le courant de la psychologie russe, notamment les travaux de Vygotsky et Leontiev. Au départ, en ergonomie, on était fondé plutôt sur un modèle de l'activité individuelle, et on s'intéressait aux variabilités, aux aléas et la manière dont les opérateurs régulent ça dans leur travail. Donc notre focale était plus centrée sur le rapport du sujet à l'objet. L'apport de Leontiev et de Vygotsky en ergonomie a permis de comprendre qu'il y avait différents niveaux dans l'activité de travail, que l'activité elle était faite d'actions, de motifs, d'opérations, et a conduit finalement à prendre en compte les motifs de l'activité. Ces motifs de l'activité dépassent les buts de l'action pour s'élargir à la prise en compte de la relation avec autrui, de la médiation avec autrui. C'est notamment les travaux de Vygotsky qui ont contribué à reconnaître que dans toute activité, le sujet est engagé dans une relation à autrui et dans une relation à la culture. Cette culture étant souvent située historiquement. Alors de plus, dans un autre registre qui m'a amené à développer un modèle sur l'activité collective, c'est que moi j'ai travaillé principalement dans les activités de service. J'ai pu voir des évolutions, des changements importants dans ces activités, notamment l'émergence de situations critiques dans le travail, qui ont été aussi à l'origine de cette réflexion sur l'activité collective. Alors, en quoi l'activité collective réinterroge nos modèles en ergonomie ? En ergonomie, pour situer un peu les choses, on fait toujours la distinction entre la tâche et l'activité, entre le prescrit et le réel. Le prescrit, c'est ce qu'on nous demande de faire, et puis le réel, c'est ce que ça demande pour le professionnel. Cette distinction entre prescrit et réel est maintenant bien intégrée en ergonomie, du point de vue de l'activité individuelle. Et elle est basée sur la notion de compromis entre la tâche et l'activité, qui va avoir un certain nombre de conséquences sur la performance et la santé.
Dans ce modèle de l'activité individuelle, on ne considérait pas encore l'activité collective. On considérait les dimensions collectives de l'activité pouvant jouer sur l'activité individuelle. Donc l'activité collective n'existe pas dans ce premier modèle, car l'activité collective renvoie à une question compliquée du rapport du salarié au corps et au corps engagé dans l'activité de travail. Donc ce modèle, d'abord par mes travaux de recherche sur les relations de service, je l'ai interrogé et vous allez voir que progressivement ça m'a amené sur l'activité collective. Alors en effet, je suis partie de plusieurs recherches sur les activités de service, les soignants, les guichetiers, les policiers, les pompes funèbres, plus récemment les médecins, etc. Dans une activité de service, on n'est plus dans un modèle homme-machine, on est dans un modèle homme-homme, impliquant une relation avec un usager. Du côté de la prescription peut être parfois floue, avec des missions larges. Par exemple, quand un éducateur doit accompagner un enfant vers l'autonomie, on ne donne pas forcément une procédure très précise sur comment il va pouvoir accompagner cet enfant vers l'autonomie. Donc, si bien que la prescription, elle va relever en partie de l'usager. Dans certaines situations, l'usager peut exprimer un besoin ou une attente. L'équipe aussi, elle joue un rôle important. Elle va orienter le diagnostic, par exemple, pour l'action de l'éducateur. Elle va permettre de construire des principes sur la manière de réaliser le travail. Et les membres peuvent partager un certain nombre de règles sur la façon de se conduire dans telle ou telle situation. Souvent des situations qui sont laissées à la discrétion de l'agent sur la manière dont il faut faire. La prescription, elle est portée aussi par les partenaires qui ont eux aussi des attentes, les institutions, les administrations, les associations. Et puis la prescription, elle est portée aussi par l'agent. L'agent va s'auto-prescrire le travail en fonction de son expérience, en fonction de ses caractéristiques. Donc dans le modèle de l'activité de relation de service, par rapport au modèle industriel que je vous ai présenté juste avant, on est confronté à une diversité de sources de prescription. Cette diversité de sources de prescription, d'abord elle doit interroger la place de l'usager. Est-ce que l'usager prescrit ou pas le travail ? Souvent on peut le considérer comme co-prescripteur, mais ce n'est pas toujours une évidence. Ça dépend beaucoup des capacités et de la nature de l'usager à pouvoir exprimer ses attentes et ses besoins. Par exemple, un bébé dans une crèche, comment il oriente la prescription. Un agresseur dans la police, comment il oriente la prescription, c'est pas du tout évident. Un défunt dans les pompes funèbres, encore moins. Donc il n'y a pas un modèle unique concernant l'activité de relation de service, mais une diversité de situations avec de multiples figures de l'usager et de multiples sources de prescription. L'activité dans les relations de service est donc faite de transactions, de négociations, de constructions. Elle invite à dépasser une approche systémique des régulations pour aller vers une approche plutôt développementale. Parce que l'activité, contrairement au modèle industriel précédent, l'activité va avoir non seulement des retombées en termes de santé, d'efficacité, mais elle va avoir aussi des retombées en termes de valeur, de ce que fait le professionnel et de ce que ça va agiter pour lui par rapport à la conception personnelle de son travail, et notamment du travail bien fait. Alors cette diversité de sources de prescription peut être à l'origine d'un certain nombre de situations critiques dans les situations de service. Quand je parle de situation critique, ce n'est pas la situation critique de l'agression du client vis-à-vis de l'agent. La situation critique, elle est liée à cette diversité de sources de prescription qui peut conduire parfois à des injonctions paradoxales et à un certain nombre de conflits de buts dans la réalisation de l'activité. Ces conflits de buts ou ces injonctions contradictoires pouvant justement être très coûteuses du point de vue des régulations mises en œuvre par l'opérateur, par l'agent, mais aussi du point de vue de la santé. Alors, ce premier modèle sur l'activité de relation de service
m'a amené ensuite à développer un peu plus mes travaux sur le collectif, l'équipe, et qu'est-ce qui faisait que certains collectifs pouvaient être source de santé et permettre de réguler l'activité de travail, et qu'est-ce qui faisait qu'au contraire, parfois le collectif n'était pas un collectif mais une équipe, et pouvait conduire à des difficultés et des dégradations de la santé pour chacun des agents dans leur activité individuelle. Alors, je vais passer maintenant donc à un deuxième modèle pour vous parler plus précisément de l'activité collective et ses enjeux pour la santé. Alors, ce modèle de l'activité collective, il va d'abord distinguer le travail collectif du collectif de travail. Je vais vous présenter d'abord rapidement ce modèle et puis je rentrerai un peu plus dans ce que c'est que le travail collectif et le collectif de travail. Alors, le travail collectif... Oh. Voilà. Le travail collectif est une des dimensions de l'activité collective qui a déjà été traitée beaucoup en ergonomie. Il y a eu beaucoup d'études sur le travail collectif. Le travail collectif va répondre à une fonction de régulation dans le travail. Et puis, il y a différentes formes possibles de travail collectif. Il faut faire attention, il n'y a pas que la coopération, il y a de la coactivité, il y a de l'entraide, etc. Il y a différentes formes possibles de travail collectif. Et puis le travail collectif, il répond aussi à des régulations du point de vue de l'efficience, de l'énergie que va mettre en œuvre l'opérateur dans son travail, c'est-à-dire qu'il renvoie aussi à des questions d'équilibration au niveau des efforts qu'on va mettre dans son travail. Donc non seulement il permet de réguler l'efficacité, la productivité, mais il permet de réguler aussi l'efficience et les efforts qu'on va fournir dans le travail. Donc pour nous, le travail collectif, c'est une des dimensions de l'activité collective, mais ce n'est pas l'activité collective. L'activité collective, elle comprend une autre dimension, elle comprend aussi le collectif de travail. Le collectif de travail, c'est une dimension qui est déjà beaucoup plus floue dans les études en ergonomie, souvent mal distinguée du travail collectif. Le collectif, ce n'est pas un groupe de personnes, ce n'est pas non plus une équipe prescrite qui doit réaliser un travail collectif. Le collectif de travail, c'est la manière dont les gens vont pouvoir vivre ensemble, avoir des relations ensemble dans le travail. Et c'est basé principalement sur un certain nombre de règles de métier et de valeurs sur la manière dont on doit réaliser le travail. Alors prenons juste quelques exemples pour bien comprendre la distinction entre groupe, équipe et collectif. J'ai travaillé sur les incendies de tunnels. Moi, j'habite Grenoble, donc vous connaissez l'histoire du Mont Blanc. Et j'ai observé à partir des caméras, des vidéos qui avaient été prises pendant les incendies, les comportements des usagers dans les incendies de tunnels. Ces observations des comportements des usagers montrent qu'ils ne connaissent pas bien les règles du point de vue de la sécurité et ont des difficultés dans la gestion de l'information. Beaucoup d'usagers attendent une alarme. Bon, il n'y a pas d'alarme. En fait, le message pour dire qu'il faut évacuer passe par la radio. Il faut encore que les gens aient laissé leur radio quand ils sont dans un tunnel. Ce qui fait qu'il y a seulement quelques personnes qui sont au courant et qui ont parfois des difficultés à transmettre l'information qu'il faut évacuer. Ce qu'on observe, c'est que dans cette situation, il n'y a ni travail collectif, ni collectif de travail. On observe une somme de comportements individuels, tout azimut. Certaines personnes vont sortir de leur voiture, d'autres restent dans leur voiture, d'autres cherchent à téléphoner. Il y en a qui prennent leur valise, qui remontent le trottoir. Il y en a même certains qui fument des cigarettes. Bon, donc vous voyez, il y a toutes sortes de comportements dans un tunnel. Là, on n'est pas dans un collectif, on est dans une collection d'individus. Alors, qu'est-ce qui va faire la distinction entre groupe, équipe et collectif ? Le collectif, il va se définir dans un cadre de travail, où il y a des règles, où il y a une organisation. Le collectif se définit donc par rapport à l'action et par rapport à un certain nombre de règles. Le collectif, il va se caractériser par des relations que vont avoir les gens entre eux, qui sont des relations intersubjectives, comme le disait Dejour. Quand on est en relation ensemble dans le travail, il y a aussi la subjectivité qui rentre en ligne de compte. Et puis ce collectif de travail, il comprend aussi une dimension historique et développementale
il se constitue, il y a des histoires, il y a des gens qui passent, il y a des gens qui le nourrissent, et puis il évolue vers un futur. Le collectif de travail est donc défini comme une sorte de système symbolique, définissant le rapport des hommes les uns avec les autres, mais aussi par rapport à l'objet de travail, sur ce qu'il est possible de faire, de ne pas faire dans un métier donné. Ce qui fait que pour qu'il y ait du collectif, il y a besoin de plusieurs conditions pour qu'il y ait vraiment du collectif. D'abord, il faut qu'il y ait des règles de métier, que les gens partagent un certain nombre de façons de faire le travail. Il faut qu'ils reconnaissent aussi que chacun a des compétences et qu'on ne fait pas le travail de la même façon. Et de reconnaître les compétences est important. Il y a des conditions aussi autour de comment on échange ensemble, quelles sont les relations sociales qu'on a ensemble dans le travail. Et puis, ça passe aussi par des relations de confiance. Un collectif n'est pas... On n'arrive pas à un collectif si on est dans la méfiance et qu'on n'entretient pas un certain nombre de relations de confiance avec les autres. Bon, ça, c'était pour dire brièvement que, en fait, l'activité collective, ça combine les deux. Pour qu'il y ait activité collective, il faut du travail collectif et du collectif de travail. En sachant que ce travail collectif et ce collectif de travail, il est plus ou moins développé. Et que du coup, ça va aboutir à différentes formes possibles d'activité collective. Donc, dans toute situation, il y a du travail collectif et du collectif de travail. Pour qu'il y ait cette activité collective, l'activité collective étant définie ici comme une interface, un modérateur, un système de régulation entre le travail collectif et le collectif de travail, intégrant donc des dimensions historiques, développementales, intégrant aussi le rapport au corps, l'engagement du corps et le rapport aux objets. Alors, prenons plusieurs exemples pour comprendre qu'il peut y avoir différentes formes d'activité collective. Il peut y avoir des situations où il y a du travail collectif, mais il n'y a pas de collectif de travail, où c'est un groupe d'individus. Par exemple, l'entreprise va recruter 2 intérimaires pour nettoyer une cuve. Il va y avoir du travail collectif, ils vont s'organiser. Il y en a un qui va tenir le karcher, l'autre qui va utiliser la raclette. Mais ils n'ont pas eu le temps de constituer du collectif de travail entre eux. Donc ils vont être dans une certaine régulation par rapport à la performance, mais ce n'est pas du tout évident qu'ils tiennent justement des objectifs de préservation de la santé et de gestion des risques. C'est le cas aussi dans un centre d'appel où le collectif peut être mis à mal par le management. C'est le premier exemple que je prenais là, sur la distribution de stylos à celui qui a les meilleures performances. Mais bon, ils arrivent quand même à coopérer. Quand il y a une situation difficile par rapport à un client agressif, celle qui est à côté va venir donner un coup de main à celle qui est en situation de difficulté. Alors, donc, il peut exister des situations où il y a du travail collectif sans collectif de travail. Puis, il peut y avoir l'inverse, il peut y avoir des situations où il y a du collectif de travail et le travail collectif est empêché. C'est le cas de guichetier, par exemple, où le facteur va faire une marque sur un paquet avec des objets de valeur pour indiquer au guichetier qu'il a vérifié son contenant, alors que les facteurs et les guichetiers sont interdits de parler ensemble. Et on met même une porte blindée pour marquer la frontière entre les facteurs et les guichetiers. Bon, donc quand c'est comme ça, l'activité collective, elle va être pas très développée, et elle va pas pouvoir poursuivre justement des objectifs de santé. Alors si on part du principe que quand il y a dans une activité collective du travail collectif et du collectif de travail, l'activité collective va avoir à ce moment-là plusieurs fonctions. Alors la première fonction, quand il y a du travail collectif et du collectif de travail, c'est que ça va permettre de réélaborer les règles dans le travail. Ça va permettre de développer des processus de réélaboration des règles dans le travail. Alors prenons un exemple pour comprendre ces formes de réélaboration des règles dans le travail. Dans la police, quand ça fait longtemps qu'on tourne avec le même équipage, on a appris à intervenir ensemble et on a constitué aussi au fur et à mesure du collectif de travail. Et par exemple, ce qu'on observe dans certains équipages,
c'est que les policiers ne contrôlent pas un jeune sans casque sur un scooter, alors que normalement ils devraient le faire. Tout simplement parce qu'ils savent que derrière le jeune peut prendre la fuite et qu'ils vont faire une course-poursuite et que le jeune peut risquer de chuter et il serait responsable de l'accident. Donc ils préfèrent fermer les yeux, et c'est quelque chose qu'ils partagent collectivement, et ils ont réélaboré cette règle d'arrêter en fonction du jeune qui est dans cette situation. On prendra d'autres exemples pour montrer que quand il y a du travail collectif et collectif de travail, l'activité collective permet des processus de réélaboration des règles. Alors, ce qu'on sait aussi, c'est que quand c'est ces processus de réélaboration des règles, c'est que ça va renforcer le travail collectif, et le travail collectif en devenant plus fort dans la situation, dans l'action, il va enrichir aussi le collectif de travail. C'est le passage du travail collectif au collectif de travail par ces processus de réélaboration des règles. Et plus on réélabore les règles dans l'activité collective, plus ça va être source de santé individuelle et de développement des compétences. L'activité collective devient à ce moment-là une ressource pour la santé individuelle et donne des possibilités de développement des compétences. Je prendrai quelques exemples pour illustrer tout ça. Mais ce que je voudrais dire aussi, c'est que l'activité collective, elle va plus loin que ça. Elle permet aussi d'enrichir le collectif de travail. Elle permet d'enrichir en lui donnant des moyens de construire de la vitalité du collectif de travail. Ici, le collectif plus élaboré devient une ressource. Et on voit que plus le collectif est une ressource, plus il permet aussi de développer du travail collectif. Et cette vitalité, c'est le passage du collectif de travail au travail collectif. Cette vitalité du collectif de travail joue aussi un rôle sur la santé des individus. Notamment sur la santé psychique, sur la manière dont on va définir les critères du travail bien fait, sur la manière dont on va prendre soin de son travail. Ici, ça renvoie à la fonction psychologique du travail, développée par Yves Clos. Et l'activité collective qui repose sur un collectif plus fort va donner du pouvoir d'agir pour chacun. Ainsi, l'individu qui est dans un collectif de travail va pouvoir s'enrichir du point de vue de sa santé. Et on sait aussi que les gens qui sont en bonne santé, ils vont pouvoir s'engager dans le collectif de travail. L'individu en bonne santé va pouvoir participer au développement du collectif, dans lequel il pourra s'investir, s'engager, contribuer à alimenter les genres et les styles par ces styles. Par exemple, lorsqu'il y a une réclamation au guichet, parce que le monsieur n'a pas reçu un journal qu'il attendait, la guichetière va se déplacer à l'arrière, va en profiter pour ranger des lettres mal garées, permettant d'éviter un certain nombre de situations critiques pour le facteur, mais aussi pour l'équipe et le collectif de guichetiers, éviter d'autres réclamations à l'avenir. Bon, donc c'est ce modèle de l'activité collective dans lequel on va rentrer un petit peu plus dans le détail. Alors, sur le travail collectif, qu'est-ce qu'il faut retenir ? Le travail collectif, c'est la manière de travailler ensemble sur un objet commun de travail avec des objectifs partagés. C'est le faire ensemble par rapport à l'objet de travail. En sachant que la coopération, il faut faire attention, il y a différentes formes de travail collectif selon les buts qu'on poursuit et selon la temporalité de ces buts. On regardera aussi que le travail collectif a différentes fonctions et que pour que le travail collectif puisse engager ces fonctions, ces différentes fonctions, il y a besoin de conditions au travail collectif. Alors, pour ce qui concerne les différentes formes de travail collectif, vous avez les travaux d'Annie Veil-Fassina et Cécile Largaza qui montrent que la coopération, c'est quelque chose de très précis. Ce sont deux opérateurs qui vont participer à un même but et qui vont devoir coopérer dans la situation pour pouvoir atteindre ce but. Alors, elles ont travaillé dans la maintenance ferroviaire. Par exemple, pour transporter un rail et le déplacer d'un endroit à l'autre, il va falloir que les deux opérateurs se mettent chacun au bout du rail. Ils vont compter 1, 2, 3, et puis c'est à ce moment-là qu'ils vont pouvoir déplacer le rail sans se faire mal et avec une certaine efficacité. Alors, la coopération, c'est vraiment quelque chose de très précis. C'est deux opérateurs qui participent à un même but dans une temporalité immédiate. Maintenant, il existe d'autres formes possibles de travail collectif.
Il existe la coactivité, la coaction, la collaboration et l'aide ou l'entraide. Alors très rapidement, la coactivité, c'est 2 opérateurs qui poursuivent chacun un but individuel, mais à très long terme, ces buts vont pouvoir se rencontrer. Ce qui va distinguer la coactivité de la coaction, c'est que le but commun pour la coaction, il est à beaucoup court terme, par rapport à la coactivité où il est à très long terme. Donc une situation de coaction, c'est par exemple 2 guichetiers, je parle des guichetiers là, ils ont chacun leur file d'attente. Si on est par exemple la SNCF, pareil, ils ont chacun leur file d'attente si on n'a pas avec un guide fil. Et ils vont produire chacun leur activité. Mais néanmoins, dans la façon dont ils vont réaliser leur activité, ils vont poursuivre un but commun sur la production du magasin, sur la qualité de relation de service avec l'usager. Ça, c'est ce qu'on appelle la coaction, et à plus long terme, la coactivité. La collaboration, ce sont des opérateurs qui poursuivent chacun un but commun, un but spécifique, et qui vont devoir réunir leur action pour arriver à un but commun. Donc, par exemple, vous avez organisé une conférence, là. Y en a qui se sont occupés de convoquer les invités, d'autres de gérer la salle, d'autres de lancer l'invitation, etc. Donc, chacun a une activité spécifique. Et à un moment donné, il va falloir mettre tout ça en commun pour pouvoir organiser cette manifestation aujourd'hui. Ça, c'est ce qu'on appelle la collaboration. Et puis l'aide ou l'entraide, c'est chaque opérateur poursuit un but qui est spécifique, souvent à court terme, et à un moment donné, l'opérateur il va venir en aide à son collègue pour la réalisation de son but. Si je prends deux guichetiers, il y a un novice, il y a un ancien. Le novice, il ne connaît pas tout à fait toutes les fonctions du logiciel, il est un peu empêtré dans sa relation avec l'usager, et le guichetier ancien, il vient prendre la main sur l'ordinateur pour faciliter la réalisation de la transaction. Alors, pourquoi c'est important de distinguer la coopération des autres formes de travail collectif ? Parce que plus dans le collectif de travail, on a disponible toutes ces formes de travail collectif, plus les formes de travail collectif seront adaptées par rapport à la situation. Or, parfois, ce qu'on constate, c'est que on travaille toujours en coactivité, on ne travaille jamais en coopération. Ou on a du mal à travailler en situation d'entraide. Or, toutes ces formes, elles sont importantes parce qu'elles sont nécessaires et à développer en fonction de la situation qu'on rencontre. Et puis, plus on évolue aussi dans une certaine efficacité du travail collectif, plus on arrive à évoluer vers des formes élaborées de travail collectif qui vont correspondre à de la coopération et qui vont correspondre à de l'aide ou de l'entraide. Alors ça, c'est pour dire, attention, quand on parle de la coopération, on parle de quelque chose de très précis. Et où on en est du point de vue des différentes formes de travail collectif. Alors le travail collectif, quand il a ces différentes formes possibles, et quand il évolue de plus en plus vers la coopération et l'aide ou l'entraide, il va poursuivre différentes fonctions. Il a une double fonction, le travail collectif. Non seulement il va permettre la régulation de la production, il va permettre de se répartir les tâches, de négocier les contraintes, mais il va permettre aussi de réguler l'efficience, c'est-à-dire l'énergie qu'on va mettre en œuvre dans le travail, notamment en régulant la charge de travail, en permettant une régulation des efforts. Et c'est aussi un lieu d'apprentissage, de formation et une véritable situation d'échange entre les jeunes, les anciens, entre les hommes et les femmes, etc. Donc quand le travail collectif va avoir cette double fonction, à la fois de régulation de la production et régulation de l'efficience, on peut dire que le travail collectif est sain et il va être porteur aussi d'une certaine préservation au niveau de la santé. Seulement pour que ce travail collectif ait ces doubles fonctions, l'efficacité et l'efficience, il faut un certain nombre de conditions au travail collectif. Alors, sinon, on tombe dans un travail collectif qui peut être négatif, qui va gérer que l'efficacité, mais pas l'efficience. Alors, quelles sont ces conditions du travail collectif ? D'abord, il faut que dans la coopération, il y ait de la coordination et de la concertation. Pour pouvoir coopérer, il faut pouvoir se coordonner dans l'action. Et c'est souvent en faisant de l'expérience ensemble dans l'action qu'on arrive à se coordonner. Un policier, pour savoir où il faut se placer par rapport à l'agresseur vis-à-vis de son collègue, il faut qu'il se coordonne dans l'action. Il faut qu'il y en ait un qui soit devant, un qui soit derrière, pour pouvoir l'encercler. Et la coopération nécessite aussi de la concertation. La concertation, ce n'est pas dans l'action, c'est en dehors de l'action. Ça veut dire
pouvoir discuter avant de comment on va faire ce travail collectif. Par exemple, à l'hôpital, pour contenir quelqu'un qui fait une crise en psychiatrie, il faut quand même que les infirmiers, les aides-soignantes, elles se donnent quelques règles sur comment ils vont justement contenir la personne. Et puis du coup, ça va bien se passer dans la situation pour pouvoir se coopérer. Donc ça, c'est les premières conditions. Deuxième condition, c'est une nécessaire stabilité des membres de l'équipe, parce qu'il faut faire de l'expérience ensemble du travail collectif. Donc si on change tout le temps, c'est difficile de pouvoir avoir un travail collectif qui va aussi tenir compte de l'efficience. Et puis, il faut une diversité aussi dans l'équipe. Il est important d'avoir une diversité en âge, en expérience, parce qu'on ne va pas faire de la même façon. On ne va pas s'y prendre de la même façon dans la relation avec l'usager. Et si on n'a que des hommes ou que des femmes, ça peut poser problème parfois dans certaines situations de relations de service. Et puis, ce qui est important aussi pour ce travail collectif, c'est qu'il y ait des outils qui permettent de penser, notamment au moment de la concertation, et puis qu'il y ait des objets qui aident ce travail collectif dans la réalisation du travail. Alors, ce qu'on appelle les objets intermédiaires, par exemple, chez les éducateurs, ça va être un cahier de transmission, c'est un objet intermédiaire, où on va marquer des traces de ce qu'on a fait avec les jeunes, et ces traces, elles vont servir ensuite à pouvoir mieux travailler collectivement avec les collègues quand on prend la relève. Quand ces conditions elles sont remplies, à ce moment-là, le travail collectif il permet la double fonction, l'efficacité et l'efficience. Alors maintenant, je vais reprendre la notion de collectif de travail. Le collectif de travail, c'est la manière d'être ensemble, de vivre ensemble le travail. Donc, comme je vous l'ai dit, il y a plusieurs frontières au collectif de travail. On va bien distinguer le collectif de l'équipe et du groupe. Il y a plusieurs fonctions au collectif de travail. Et puis là aussi, pour qu'un collectif soit vraiment un collectif qui va être source de préservation de la santé ou de construction de la santé, il faut des conditions à ce travail collectif. Alors, pour ce qui concerne les frontières du collectif de travail, on en a parlé déjà un petit peu ensemble, ce n'est pas le groupe, ce n'est pas un ensemble de personnes, ce n'est pas le groupe défini par Randieu et Martin. Ce n'est pas non plus l'équipe, celle qui est prescrite par l'organisation du travail. Et le collectif de travail, ce n'est pas non plus le réseau. Par exemple, j'ai travaillé dans les pompes funèbres. On va s'organiser pour organiser les funérailles. Il va y avoir des relations entre les policiers, la mairie, le thanatopracteur, les porteurs, le maître de cérémonie, etc. Et ils vont s'organiser à un moment donné pour un événement circonstanciel, mais ça ne va pas durer. Donc, ce n'est pas un collectif, c'est un réseau qui se constitue par rapport à une action spécifique. Ce qu'on entend par collectif, c'est un collectif qui va partager un certain nombre de règles communes et de manières d'être ensemble dans le travail, mais qui va poursuivre aussi des objectifs de santé. C'est ça le collectif, ce qui fera la différence avec une équipe ou avec un groupe. Alors, quelles sont du coup les fonctions du collectif de travail ? Le collectif de travail, il a une double fonction, lui aussi, comme le travail collectif. Il permet de développer du pouvoir d'agir, c'est-à-dire qu'il permet pour chacun de développer sa propre activité individuelle. Et en permettant de développer son activité individuelle, il donne aussi des critères sur le travail bien fait, sur comment on peut réaliser le travail de façon à ce que ça ne soit pas en contradiction avec sa conception et ses valeurs. Et puis, il poursuit un autre objectif, le collectif de travail, il va poursuivre aussi l'objectif de contribuer à la santé des différents membres qui constituent ce collectif. Cependant, pour que le collectif assure à la fois le développement du pouvoir d'agir de chacun et la préservation de la santé, il y a besoin de conditions à ce collectif de travail. Sinon, on est dans un collectif qui peut être négatif, qui va tenir compte que du pouvoir d'agir, mais qui ne va pas tenir compte de la santé, ou vice-versa. Alors, quelles sont ces conditions du collectif de travail ? Le collectif de travail, il faut qu'il ait du temps aussi pour construire des règles de métier. Il faut qu'il puisse reconnaître les compétences des uns et des autres. Et puis, il faut qu'il y ait des possibilités de relations d'échange. Si les gens, ils ne se voient jamais, ils ne mangent jamais ensemble, etc., c'est difficile de constituer du collectif de travail. Et puis, ça passe bien évidemment aussi par des relations de confiance dont je vous ai parlé tout à l'heure.
C'est-à-dire que quand on a de la confiance dans la relation avec l'autre, confiance dans la façon dont il va faire le travail, qu'il ne va peut-être pas le faire de la même façon, mais que sa façon à lui, elle est intéressante aussi pour contribuer au développement du métier, ça c'est important aussi pour avoir les conditions de la construction du collectif de travail. Alors maintenant qu'on a défini le travail collectif, qu'on a défini le collectif de travail, on peut s'interroger sur c'est quoi les fonctions de l'activité collective. À quoi ça sert finalement l'activité collective? Alors l'activité collective, comme je vous ai dit, c'est une combinaison du travail collectif et du collectif de travail. Alors l'activité collective, elle permet une activité réflexive sur le travail collectif. Elle permet que quand on fait du travail collectif, on soit en capacité de se regarder en train de faire du travail collectif. C'est ce qu'on appelle l'activité méta-réflexive du travail collectif. Et plus on est capable de se regarder en train de faire du travail collectif, plus ça va enrichir le collectif de travail. Et ça passe principalement par des processus de réélaboration des règles dans l'équipe de travail. Et puis la fonction de l'activité collective, c'est que c'est un vrai travail aussi de faire du collectif de travail. Et ça nécessite aussi d'avoir une réflexion sur le collectif de travail, sur comment on est ensemble, comment on travaille ensemble, comment on construit des valeurs communes, comment on construit des règles de métier, etc. Et pour que ce processus de réflexion sur le collectif de travail ait lieu, ça passe principalement par des processus autour de la vitalité du collectif de travail. Alors on reviendra sur cette notion de vitalité du collectif de travail, sur quels sont les indicateurs de la vitalité du collectif de travail. Alors quand on a une capacité à avoir une réflexion sur notre travail collectif et qu'on est capable d'avoir une réflexion sur notre collectif de travail, à ce moment-là, l'activité collective, elle va donner du pouvoir d'agir, elle va permettre à chacun de pouvoir développer des zones de développement de sa propre activité, mais elle va permettre aussi de constituer un point de vue collectif par rapport aux transformations, par rapport aux changements, points de vue collectifs qui peuvent venir influencer les évolutions du travail. Et plus on a du pouvoir d'agir, plus on est capable de développer des zones de développement et de constituer un point de vue collectif, plus à ce moment-là, ça va être source de santé au travail, ça va être source de réorganisation du travail, et donc ça va avoir des enjeux importants, l'activité collective. Mais pour qu'on arrive à une meilleure santé, par exemple à une prévention des TMS ou des RPS, et à une réorganisation du travail qui soit source de santé, l'intervention ergonomique, elle ne s'arrête pas là, à seulement décrire ce qu'est le travail collectif et le collectif de travail. L'intervention ergonomique, elle va aussi accompagner le développement du travail collectif, elle va accompagner aussi le développement de la construction du collectif de travail. Et ça passe principalement par des objets intermédiaires, mettre en visibilité les objets qui circulent entre les professionnels, créer des espaces où on va parler de comment on réélabore les règles dans le travail pour pouvoir faire face à des situations critiques. L'ergonomie, elle va s'intéresser aussi à l'activité de l'encadrement, comment elle peut soutenir l'encadrement par rapport à la manière dont on peut faciliter l'activité collective. Et puis elle va créer aussi un certain nombre d'environnements capacitants qui va permettre de développer l'activité collective. Alors tout ça renvoie à un certain nombre de concepts, c'est assez théorique. L'idée maintenant, c'est qu'on rentre dans de l'illustration pour qu'on comprenne tout ça. Alors, en termes d'illustration, je voudrais donc insister sur, quand toutes ces conditions sont réunies, et que l'activité collective peut être source de santé, il faut comprendre différents processus de développement. Alors, on va d'abord comprendre les processus de développement du point de vue de la réélaboration des règles. Ensuite, on regardera du point de vue du développement des compétences, qu'on associera aussi à la question de la préservation et de la construction de la santé. Ensuite, je voudrais vous montrer comment l'activité collective est source de développement aussi de la vitalité du collectif de travail. Et puis enfin, je terminerai sur l'activité collective comme étant une source de réorganisation du travail et comme un enjeu aussi de santé. Alors, on va commencer par la réélaboration des règles. Alors, la réélaboration des règles, il faut distinguer les règles de la réélaboration des règles.
hein, d'accord ? Les règles, c'est ce qui relève de la prescription, des procédures, de ce qui est attendu dans le travail. Moi, ce qui m'intéresse, c'est pas les règles prescrites, hein, c'est les règles vivantes. C'est celles qui sont construites justement par les individus et par les collectifs. Donc, en regardant ces règles de ce point de vue-là, on va considérer les règles comme étant des objets intermédiaires, hein, c'est-à-dire qu'il y a une règle prescrite, mais elle est transformée, elle est modifiée pour être plus adaptée par rapport à l'action. Donc, certaines règles, souvent, les professionnels, quand on leur demande de décrire leur travail, ils ne savent pas toujours dire comment ils ont réélaboré les règles. Hein, souvent, c'est des choses qui sont dans le corps, qui est engagé dans le travail. Et c'est par le biais de l'observation ergonomique qu'on va pouvoir aider les professionnels à mettre des mots sur justement comment ils ont réélaboré les règles par rapport à l'action. Par exemple, quand des policiers encerclent un agresseur pour le calmer, hein, c'est bien une règle collective de gestion du risque qu'ils se sont donnée, qui se traduit par un certain nombre de gestuels dans le corps, hein, qui est mise en œuvre dans l'action. Cette réélaboration des règles, elle se réalise donc dans l'action, hein, d'accord ? Les règles, moi, qui m'intéressent, c'est dans l'action, c'est pas en dehors de l'action. Et puis souvent, c'est des règles qui émergent parce qu'on est confronté à des situations critiques dans le travail, des situations qui sont objets de conflits de but dans la réalisation du travail. Alors, on va prendre juste un exemple dans la police. On va prendre un exemple dans la police où vous allez voir, il y a un collectif de travail. On va voir ce que ça joue sur la réélaboration des règles et le travail collectif. Puis on va prendre un autre exemple où il n'y a pas de collectif. On va voir ce que ça produit. Alors, dans la voiture, il y a 3 policiers. Donc, le premier cas que je prends, il y a un collectif. Hein. Il y a un homme, Daniel, qui a 52 ans, un autre, Jean-Pierre, qui a 53 ans, et puis une femme, Christine, qui a 38 ans. Donc déjà, dans la composition de l'équipe, hein, vous pouvez remarquer qu'on a une certaine diversité. On a des hommes, des femmes, et puis on a une diversité en âge. Donc, il est 0h58, on croise une Renault 25 sans plaque. Jean-Pierre, c'est Jean-Pierre qui l'a repéré, donc on fait demi-tour, on met le gyrophare, on intercepte un peu plus loin la voiture après un rond-point. Daniel me demande de rester dans le véhicule, parce que moi je suis dans le véhicule, j'observe. Christine s'approche la première, hein, donc la femme, parle avec le conducteur, ils discutent tous les 3 avec le conducteur qui est sorti de la voiture. Daniel rigole un moment. Jean-Pierre vérifie la vignette de la voiture. Il regarde les papiers d'identité du véhicule. Il semble qu'il y ait un problème. Une femme enceinte passagère sort du véhicule et s'approche de son compagnon. 1h03, le monsieur allume une cigarette. Jean-Pierre revient dans la voiture et passe le numéro de la plaque au PC pour identification. Il me dit qu'il n'y a pas de contrôle technique. Il passe également l'info au PC sur la pièce d'identité pour voir si le monsieur est déjà connu des services de police. Il n'a pas fait le changement de la carte grise. Le PC indique que le véhicule n'a pas été identifié. Christine revient dans la voiture, elle dit « ça fait beaucoup de choses ». Il n'a pas fait le contrôle technique, pas de changement d'adresse de la carte grise, pas de plaque d'immatriculation et demande à Jean-Pierre le retour d'info du PC. Elle remplit un papier pour faire une présentation. Au PC, donc on indique rien à signaler. Christine dit à Jean-Pierre « je mets quelle adresse ? Celle de sa copine ?» Jean-Pierre dit « la sienne uniquement ». Daniel rentre dans la voiture et demande qu'est-ce que ça donne. Jean-Pierre indique qu'il n'y a rien à signaler au PC, après vérification et identification. Daniel demande si le véhicule est passé, s'il a été reconnu. Jean-Pierre dit qu'il est au fichier inconnu. Ils sortent tous les 3 de la voiture. Christine donne au monsieur ses papiers d'identité et l'ordre de présentation. Il continue un peu à discuter avec le monsieur, puis ensuite rentre dans la voiture. Daniel fait un commentaire dans la voiture. Le monsieur s'en va. Hein. Il dit bon, il est sympa, 300 € d'amende, on pouvait lui faire. Non, on lui demande simplement de se présenter à l'hôtel de police avec ses papiers et de mettre tout en règle. C'est quand vous verbalisez, ils argumentent. Les PV, ça peut être un bon moyen de faire du chiffre d'affaires, mais ce n'est pas notre manière de travailler. Alors, qu'est-ce qu'on voit dans cette situation ?
c'est que les policiers ne verbalisent pas l'individu, mais trouvent un compromis en lui demandant de venir présenter ses documents administratifs au poste de police. Cette situation qu'ils perçoivent comme une situation de précarité, femme enceinte, monsieur qui n'est pas en règle probablement pour des raisons financières, les amène à préférer anticiper une situation qui pourrait dégénérer. Le conflit de but dans cette situation se situe entre sanctionner ou donner la responsabilité à l'usager de régler sa situation. Leur stratégie cherche davantage à répondre à des critères de citoyenneté, ne pas rendre la situation plus difficile socialement pour la personne, assurer une certaine autonomie de l'usager dans cette situation. Ici, ce qu'on observe, c'est que le collectif partage la même conception de l'action policière et de l'utilisabilité des règles. Il s'agit donc d'une réélaboration collective des règles, de la règle, visant l'adaptation de l'usager pour éviter une situation conflictuelle. La situation se serait différemment déroulée si le poste de commandement avait indiqué que la voiture était volée ou que l'individu était déjà connu des services de police, ou si l'équipe avait été composée aussi d'un autre collectif de policiers. Donc on remarque que dans cette situation, où il y a un collectif de travail, il y a une réélaboration des règles, et cette réélaboration des règles, elle se traduit par un travail collectif. Il y a une répartition des rôles sur la façon dont chacun va gérer la situation, va contacter le PC, etc., s'organiser pour décrire les papiers administratifs et notamment de présentation. Maintenant, je vais prendre une autre situation où il n'y a pas de collectif de travail. On va voir qu'est-ce qui se produit du point de vue de la réélaboration des règles et du travail collectif. Donc, dans la voiture, il y a 2 jeunes policiers. Donc déjà, constat, pas de diversité, c'est 2 jeunes. En plus, c'est 2 jeunes qu'on envoie sur un quartier super difficile. Reconnu médiatiquement, même très difficile. Donc dans la voiture, il y a Sébastien qui a 24 ans et Renaud qui a 25 ans. C'est un dimanche après-midi. On patrouille sur un secteur donc considéré quartier sensible. Et à un moment donné, on a un appel radio. Donc l'appel radio leur demande d'intervenir pour un différend de voisinage. C'est un conflit entre 2 voisins. Sur place, le requérant, donc celui qui a appelé, explique que son voisin, qui est à l'étage, donne des coups à sa femme et balance les casseroles dans son jardin. Il s'en plaint à l'agresseur, qui l'a menacé avec une arme. Il ne veut plus sortir de chez lui, il a trop peur, sa femme est enceinte et il y a des enfants en bas âge. Les policiers lui demandent de porter plainte. Le monsieur semble harassé quand on lui demande de présenter ses papiers d'identité. Il part dans la chambre, cherche dans une armoire, passe 10 minutes dans la chambre. Il revient au bout de plusieurs minutes et dit ne pas trouver ses papiers d'identité. Les policiers lui indiquent qu'ils ne peuvent pas intervenir sans dépôt de plainte. Le monsieur ne comprend pas bien. Il voudrait que les policiers fassent quelque chose. Il a peur de son voisin, il a peur pour sa famille, il ne veut plus sortir de chez lui. Les jeunes policiers sortent de l'appartement et se trouvent nez à nez avec le voisin agresseur, qui les provoque. Plusieurs jeunes du quartier sont là, à assister à la scène, et l'agresseur en profite lui-même pour se mettre en scène. Vous n'avez qu'à m'arrêter, allez, montrez-moi que la police s'est arrêtée, faites votre boulot. Les jeunes du quartier assistent à la scène et commencent à se rapprocher de la situation. Un des policiers tente de discuter avec l'agresseur et de voir s'il n'a pas une arme sur lui, l'arme en question que lui avait indiqué le requérant. Bon là, moi je peux vous dire, j'ai commencé à filer derrière la voiture. J'ai commencé à avoir peur. Et puis surtout que les jeunes s'avançaient de plus en plus et certains prenaient des bâtons et commençaient à taper sur le sol. Bon, face à ce mouvement collectif, Sébastien tente d'appeler un officier de police, de la police judiciaire, pour savoir ce qu'il faut faire sur l'usage de la règle. Faut-il arrêter ou non le caïd, sans dépôt de plainte? En interne, on ne lui répond pas vraiment. Il décide finalement de partir, parce que la situation se dégénère. Donc on saute dans la voiture, on part, et on s'en va.
Alors les verbatims qui sont échangés ensuite dans le collectif, de policiers dans la voiture. Donc ils disent le monsieur était sans papier, c'est souvent comme ça, il n'ose pas le dire, il ne pouvait pas porter plainte. L'agresseur s'est comporté comme le caïd du quartier. Et le sentiment qui est ressenti par les jeunes policiers dans cette voiture est celui de l'échec, du fait d'avoir abandonné la situation sans avoir pu réellement intervenir, situation qui provoque pour eux une grande tension et un sentiment de stress. Alors cette situation, c'est ce que j'appelle moi des situations à risque. Elle montre que face à un agresseur qui manque de respect vis-à-vis de la police et tente de l'humilier auprès de la population, on peut repérer ici que les règles d'action ne sont pas précises. Le jeune policier ne connaît pas bien l'usage des règles d'arrestation dans ce cas précis. Il n'a pas construit d'aussi d'expérience par rapport à cette situation. Il n'est pas non plus soutenu par sa hiérarchie. Et il doit finalement gérer seul cette situation dans laquelle ils sont assez désemparés. Dans ce cas, on voit ici que la difficulté à réélaborer les règles est à la fois liée à la faible expérience des jeunes policiers, au manque de construction du collectif de travail dans cet équipage, à une faible connaissance aussi de la population sur ce quartier difficile, mais aussi à un manque de régulation structurelle de la part de l'encadrement. Le collectif n'est donc pas très élaboré entre ces jeunes policiers. Il conduit à une intervention policière dans un contexte qui pourrait amener parfois aussi à des erreurs de discernement et à un coût psychique très élevé. Donc on voit ici dans cette situation que sans collectif de travail, il n'y a pas eu ce processus de réélaboration des règles et que du coup ça a rendu difficile aussi leur travail collectif et qu'ils sont partis un peu désemparés par rapport à cette situation en ayant l'impression de ne pas gérer cette situation, source pour eux d'une grande tension et de risques psychosociaux. Donc c'est important, cette histoire de réélaboration des règles. La réélaboration des règles, c'est à la fois un résultat de l'activité collective, mais c'est aussi une condition de l'activité collective. Donc cette réélaboration des règles, elle passe par c'est un déterminant, un moteur de l'activité collective. Et ça permet de renforcer le travail collectif, mais ça permet aussi d'enrichir le collectif de travail. Alors ça, c'était le premier niveau de développement de l'activité collective. Deuxième niveau de développement de l'activité collective, c'est que l'activité collective permet le développement des compétences et la santé individuelle. Quand il y a une absence de collectif de travail, dans le travail collectif, ça rend plus difficile l'élaboration de stratégies d'expérience visant à préserver sa santé. Alors très rapidement, chez les guichetiers de la Poste, par exemple dans un bureau où il n'y a pas de collectif de travail, une guichetière a pu développer des stratégies d'expérience pour se préserver au niveau de sa santé. Elle va éviter un déplacement pour les recommander, par exemple. Elle va mettre les bordereaux sur le côté de la table. Et puis, elle n'est pas soutenue par son collectif. Donc, dans cette stratégie développée avec l'expérience, le collectif regarde ça comme une transgression de la règle. Et puis, elle n'est pas soutenue par son encadrement. Ce qui fait qu'elle est empêchée, finalement, dans le développement de ses compétences. Par contre, quand il y a du collectif de travail et du travail collectif, l'activité collective permet la création de marge de manœuvre, favorisant le développement des compétences. Et à ce moment-là, ça devient véritablement une source de la santé individuelle. Et comme je vous l'ai dit tout à l'heure, plus il y a de la santé individuelle, plus à ce moment-là, la personne elle peut s'engager aussi dans le travail collectif et le collectif de travail. Donc ça, c'est le deuxième élément de l'activité collective, c'est que l'activité collective, elle permet le développement des compétences. Troisième niveau de développement de l'activité collective, c'est qu'elle enrichit le collectif de travail. Et elle permet de développer des indicateurs de la vitalité du collectif de travail. Alors, cette vitalité du collectif de travail, c'est quelque chose qui est important à diagnostiquer, justement. Moi, je fais toujours l'hypothèse qu'il y a quand même un embryon de collectif. Dans toute activité, il y a un embryon de collectif, comme il y a un embryon de travail collectif. Alors, autant on sait maintenant bien détecter s'il y a du travail collectif et les différentes formes de travail collectif,
autant on n'a encore pas beaucoup d'éléments pour pouvoir repérer la vitalité du collectif de travail. Alors là, je vous ai mis un peu une liste de tout ce qui peut nous permettre de repérer si on est dans un collectif qui est un peu élaboré, qui est un peu construit. Par exemple, la capacité du groupe à s'ajuster aux difficultés, du collectif à s'ajuster aux difficultés. Par exemple, dans les pompes funèbres, ce qui est très difficile, c'est le deuil des enfants. La famille, quand on va accueillir une famille, on ne va pas trop l'embêter sur les trucs administratifs, et ça on partage collectivement, puis on va offrir un café, puis on va passer du temps autour du café. Donc c'est la capacité ici à s'ajuster aux difficultés. Il y a la stabilité, la stabilité des membres du groupe, ça je vous l'ai montré à travers les deux exemples. Il y a aussi tout ce qui est réélaboration de règles. Plus il y a de réélaboration de règles, plus on peut dire qu'il y a du collectif de travail derrière. Il y a aussi la manière dont on va soutenir un membre de l'équipe qui va rencontrer un certain nombre de perturbations dans son travail. Par exemple, un policier qui vient de se faire agresser et qui va avoir du mal avec certaines populations, quand on voit que les collègues ils prennent la main sur ce type de population, on voit bien que là, il y a un soutien par rapport à un membre de l'équipe qui est en difficulté. Il y a la manière aussi de partager des points de vue et des divergences sur le prendre soin. Quand dans l'équipe, dans le collectif, vous voyez à des moments qu'ils vont se mettre à parler justement du travail bien fait, ça c'est un bon indicateur pour vous dire qu'il y a de la vitalité. Il y a également comment on équilibre les efforts individuels. Par exemple, dans un abattoir, il y a des postes plus aisés de nettoyage de camions qui permettent de récupérer. Si c'est toujours la même personne qui fait le nettoyage du camion, on peut dire qu'il n'y a pas trop de collectif. Par contre, si en fonction de la journée, de la fatigue, il y a une discussion sur qui va nettoyer le camion et que plusieurs personnes vont aller nettoyer le camion au fil de la semaine, ça c'est un bon indicateur aussi du collectif. Il y a la manière dont on va développer les compétences, ça j'en ai parlé un petit peu. Ce qui est important aussi, c'est que le collectif ne soit pas fermé sur lui-même. S'il y a des personnes dans le collectif qui appartiennent à d'autres logiques de fonctionnement de l'entreprise, qui appartiennent au CHSCT ou qui participent à un projet de prévention, ça aussi, ça nous renseigne sur la vitalité. C'est-à-dire qu'ils ont une capacité d'ouverture et puis de comprendre d'autres logiques dans le fonctionnement de l'entreprise. Il y a la manière dont on va partager aussi un certain nombre de valeurs par rapport à des situations conflictuelles dans le travail. Par exemple, ne pas mettre une contravention à une personne âgée à mobilité réduite, parce que pour différentes raisons. Et la confiance qu'on fait dans l'autre. Il y a la manière dont on va construire aussi du genre professionnel, qui autorise chacun à faire différemment le travail. Et puis un très bon indicateur, c'est comment on accueille les nouveaux. Ça, c'est excellent. Est-ce qu'on dit aux nouveaux uniquement les règles, ou est-ce qu'on accueille le nouveau et on lui transmet les méta-règles, les manières d'utiliser les règles, les ficelles de métier. Et là, c'est un bon indicateur aussi du collectif. Voilà, donc prendre appui sur ces indicateurs de la vitalité du collectif nous permet de faire une analyse ergonomique de l'activité collective qui peut être un point de départ pour l'intervention. Et puis, alors parfois on va arriver dans des collectifs où il y a tout ça, donc c'est super, il y a déjà du collectif. Parfois on va arriver dans des interventions où il n'y a que quelques indicateurs. Ça veut dire qu'il va falloir accompagner le collectif à son développement. Alors dernier aspect dont je voulais vous parler, c'est l'activité collective comme source de développement de la réorganisation collective. Alors, l'activité collective, elle permet aussi la réorganisation du travail. Plus on développe un point de vue collectif, plus on est capable de réorganiser le travail. Alors, lorsque l'activité collective repose sur une combinaison du travail collectif, du collectif de travail et de la prise en compte de la diversité des hommes au travail, selon leurs caractéristiques d'âge, de sexe, etc., à ce moment-là, on arrive à une activité collective qui va poursuivre plusieurs buts. Elle va permettre l'efficacité, elle va permettre aussi la production de valeur, et puis elle va permettre la production de la santé. Et quand tout ça est réuni, on assiste
a une possibilité de réorganiser collectivement le travail, à la réorganisation du travail. Alors je crois que le mieux c'est de prendre un exemple pour comprendre ça. Dans les pompes funèbres, dans une plateforme où il y a des conseillers funéraires, les pompes funèbres sont soumis aussi, comme dans toutes les activités de service, à d'énormes conflits de but dans la réalisation de leur travail. On leur demande de vendre à tout prix alors qu'ils accueillent des publics en situation de précarité et que ces personnes en situation de précarité veulent rendre le plus grand hommage à la personne qui vient au défunt alors qu'ils n'ont pas les moyens. Donc parfois ils sont amenés à arnaquer. Et ça va toucher profondément leurs valeurs sur qu'est-ce qu'on est en train de faire du point de vue de la citoyenneté. Alors une façon de répondre à ça dans un des collectifs que j'ai pu observer, c'est que les conseillers funéraires avaient réorganisé la salle d'accueil des cercueils, la salle de présentation des cercueils, ou là où on amène les clients pour choisir leur cercueil, par rapport à ce conflit de but entre vendre à tout prix et puis assurer quand même une prestation de qualité pour les personnes en situation de précarité. Donc ce qu'ils avaient fait, c'est qu'ils avaient mis au fond de la pièce les cercueils les moins chers, et puis sur les côtés de la pièce, les cercueils les plus chers. Et quand ils rentraient dans la pièce de présentation des cercueils, quand ils étaient avec une population en situation de précarité, ils laissaient la porte ouverte, de façon à ce qu'ils ne regardent pas trop sur les côtés, et qu'ils se centrent sur le fond de la salle, là où les cercueils étaient le moins chers. Puis quand ils étaient avec ce qu'ils appellent un gros client, qui avait beaucoup... voilà. Donc là, ils fermaient la porte et ils présentaient vraiment l'ensemble des cercueils, ils passaient même du temps derrière la porte. Donc tout ça pour dire que c'est aussi une autre forme de développement de l'activité collective. L'activité collective conduit aussi à des réorganisations du travail qui vont se traduire dans l'espace de travail, qui vont se traduire dans la façon d'aménager, d'implanter la machine, d'organiser le travail, etc. Et cette forme de réorganisation du travail, elle permettait à chacun des agents funéraires de pouvoir réélaborer les règles aussi dans la relation individuelle avec certains clients. Par exemple, une femme reçoit un couple de jeunes, le monsieur dont la femme est étudiante et a perdu son enfant au moment de la naissance de l'enfant. Et donc, le fait d'avoir réorganisé collectivement le travail, de poursuivre un certain nombre de valeurs communes par rapport à la manière de répondre aux usagers, lui permettait de personnaliser cette relation qu'elle a avec l'usager. Donc, elle le passe sur toutes les procédures administratives, elle ne l'embête pas avec ça. Et puis, lui propose un petit bois de cercueil pour le cercueil pour qu'il ne soit pas trop cher. Mais un petit coussin en soie pour que le bébé soit bien. Et voilà. Donc, tout ça pour dire qu'après aussi, plus on réorganise le travail, plus ça autorise aussi à des formes de réélaboration qui vont être source de santé pour chacun dans la façon de bien faire le travail. Voilà. Alors, je vais conclure. C'est là. J'avais peur que ce ne soit pas là. Je vais conclure là-dessus, notamment sur la réorganisation du travail. Bon, il y a beaucoup de travaux en ergonomie qui montrent que la réorganisation du travail est à concevoir comme un espace de débat entre deux types de connaissances. Les connaissances générales, qui sont plus reliées à la prescription, des procédures, des normes, etc., ce qui relève du prescrit, d'accord ? Et puis des connaissances spécifiques qui relèvent plutôt de l'activité réelle de travail, avec la variabilité, les régulations, tout ce que peut mettre en œuvre comme astuce le travailleur dans son travail. Ici, on est dans un modèle activité individuelle, d'accord ? Où on va confronter des connaissances générales et des connaissances spécifiques et trouver des espaces de débat pour pouvoir faire évoluer l'organisation du travail. Si on considère maintenant qu'il y a l'activité individuelle et l'activité collective, il faut enrichir aussi ce modèle par rapport à la notion de réorganisation du travail et notamment prendre en compte aussi les connaissances collectives. Ces connaissances qui sont faites de règles de métier, de transmission, de savoir-faire, de connaissance de l'autre, de confiance, de tout ce qui permet aussi de gérer le risque. Et donc, je souhaite enrichir ce modèle par ce troisième type de connaissances, les connaissances collectives. Ces connaissances collectives, elles permettent de gérer les risques et correspondent à la vitalité du collectif dont je viens de vous parler. Et elles permettent aussi d'avoir un point de vue collectif sur la réorganisation du travail.
Alors tout ça pour dire que, pour moi, du point de vue de l'intervention ergonomique, si l'observation de l'activité est un puissant levier pour pouvoir discuter du travail réel, je pense que dans la conduite de projet en ergonomie et dans l'intervention ergonomique, il ne faut pas sous-estimer aussi la nécessité de construire des points de vue collectifs pour qu'on puisse arriver véritablement à des réorganisations du travail qui tiennent compte de l'activité réelle, mais qui tiennent compte aussi du collectif comme étant une ressource pour la santé. Voilà, merci de votre attention. Voilà. Ça tombe bien, maintenant ça va être le temps pour le collectif de pouvoir poser des questions. En tout cas, je trouve que tu as bien mis en évidence que pour tout changement, on avait intérêt à s'occuper du collectif. Que souvent, dans les processus de changement, c'est cette absence-là de penser le collectif qui fait que ça ne se passe pas toujours très très bien. Alors, avez-vous des questions à poser? Alors, le temps passe. Hein, je crois que ta passion a fait que tu as développé ton activité individuelle avec beaucoup de passion, mais c'est vrai qu'on a le temps qui est là et on peut quand même avoir le temps pour avoir une ou deux questions. Moi, j'en ai une en tout cas. Et vous aussi, allez-y. Je suis très bavard toujours. Moi, c'est plus dans les hôpitaux. Ah oui, docteur Tripodi, donc médecin du travail au CHU de Nantes. Donc, dans les hôpitaux, nous, on constate, je trouve, enfin, ça c'est mon point de vue personnel, mais on peut constater qu'il y a beaucoup de règles, en fait, de conduite à tenir, de protocoles pris en charge par rapport à telle pathologie. Enfin, déjà pour les médecins, les soignants, les règles d'hygiène, dans les urgences, les conduites face aux patients agressifs, les contentions, et puis nous aussi en médecine du travail, conduite à tenir en cas d'AES, en cas d'agression, enfin bref, donc est-ce que parfois aussi on ne peut pas être enfermé dans un trop de règles finalement, et qu'on se rende compte finalement qu'on ne puisse pas finalement l'exemple typique auquel nous sommes tous soumis, les règles d'hygiène, le lavage des mains, le port des gants, les soignants disent aussi parfois pris dans aussi le geste rapide, et ils n'ont pas le temps de tout faire finalement à la lettre. Donc voilà, quel est le juste milieu ? Alors, je ne sais pas s'il y a un juste milieu. Trop de règles, effectivement, conduit à peu d'autonomie, hein, et peut rendre difficile, justement, des processus de réélaboration des règles, quand les règles sont trop nombreuses et trop contraignantes. Et c'est là que la question du rôle de l'encadrement est extrêmement importante. Hein, comment l'encadrement va parfois tolérer un certain nombre d'ajustements pour créer un peu des marges de manœuvre et un peu d'autonomie qui vont permettre finalement ce processus de réélaboration des règles. Mais pour qu'il y ait processus de réélaboration, il faut aussi des règles. Et avoir un cadre où on n'a pas de règles, c'est pas forcément bon non plus, quoi. Je pense à des activités de service où c'est vraiment laissé à la discrétion du salarié. On va évaluer que le résultat produit. Bon, quoique maintenant on commence aussi à évaluer les moyens, mais l'absence de règles est aussi pas bon, quoi. Alors, le juste milieu, je crois qu'il dépend beaucoup aussi de l'activité de l'encadrement. On a peu d'études sur l'activité de l'encadrement. Parce que bon, je pense à l'hôpital, par exemple. Hein, j'ai beaucoup travaillé sur l'hôpital aussi. Quand on voit qu'un certains encadrements acceptent certaines tolérances par rapport au réapprovisionnement, par rapport à le fait que certaines infirmières vont rentrer avec le tube de crème parce que c'est pas disponible sur le chariot dans une chambre à maladie nosocomiale et qu'ils vont le transporter d'une chambre à l'autre, etc. En même temps, ils créent des espaces pour pouvoir discuter ça. Et après, c'est tout le travail d'accompagnement qu'on peut faire du point de vue de l'intervention ergonomique. Oui. Mais surtout, ce qui est important dans trop de règles, c'est aussi les contradictions de règles. Et je trouve
dans le milieu hospitalier, on arrive à des contradictions qui sont de plus en plus fortes, hein, entre produire, aller vite, assurer la qualité, assurer la sécurité. Et c'est plus ça, moi, je pense, qui pose souci aujourd'hui. C'est les contradictions de règles que trop de règles. J'ai une question sur la confiance. Toutes les enquêtes montrent qu'il y a un problème de confiance des gens entre les autres. C'est en France, dans les enquêtes européennes montrent bien que c'est un des pays dans lequel, quand on dit avez-vous confiance dans vos collègues, qui a quasiment, on est en fin de classement. Est-ce qu'on a des idées sur des dysfonctionnements des collectifs de travail liés à ça et des comparaisons, par exemple, avec des pays assez comparables, du genre l'Allemagne ou le Danemark, par exemple, où il y a une confiance plus forte les uns avec les autres, disons les pays du Nord? Il y a des études là-dessus ou pas? Je vois pas trop d'études là-dessus. C'est vrai que dans la dernière enquête Summer, ils montrent qu'on n'est quand même pas très bon sur les relations qu'ils ont entre eux dans le travail. Je me rappelle plus exactement l'item qui est utilisé. Et quand on compare avec d'autres pays, effectivement, on peut se poser la question, mais comment ça se fait qu'on en est arrivé là, ici en France? Je n'ai pas de connaissance d'études, mais en tout cas, le constat que je fais, moi, sur les terrains, c'est que il y a une espèce de faux discours aussi du management sur à la fois les nouveaux systèmes de production, mais surtout sur il faut travailler collectivement ensemble, et on n'est pas dans du vrai collectif de travail, quoi. Et comme on met les gens en situation de compétition les uns par rapport aux autres, par rapport à l'évaluation de la performance, ça ne fait qu'enrichir la compétition entre les gens. Et ça s'aggrave. Oui. Bon. Bonsoir, merci pour votre présentation. J'avais une question en ce qui concerne... Pardon ? Ah oui, Sonia Bouchon, je suis étudiante en psychologie du travail, fin de formation, au CNAM, à l'INETOP. J'avais une question sur la vitalité du collectif. Comment maintenir ou voire créer ou rétablir un collectif alors qu'il n'y a pas d'espace de discussion dans les entreprises, notamment dans les services, où parfois les personnes travaillent éloignées les uns des autres et ne se rencontrent que pour des réunions imposées par le management. Comment créer ces espaces d'élaboration de règles ? C'est pas une question simple, hein. D'accord. Parce que une des conditions, c'est justement qu'il y ait ces espaces pour qu'il y ait de la vitalité du collectif. Alors, d'abord, ces espaces, ils peuvent être dans l'action. Par exemple, quand on permet aux gens de travailler avec les mêmes équipes, les mêmes membres, il peut y avoir des espaces dans l'action sur justement ces possibilités de débat sur les règles. Ça, je l'ai beaucoup vu chez les policiers. Hein. Le fait qu'ils soient dans la même voiture, qu'ils vont passer du temps aussi d'inaction, ils arrivent quand même à discuter de ça. Hein. Et puis, ça peut être ces espaces de débat, ils sont aussi quand même à créer comme une condition au niveau de l'organisation. C'est-à-dire que là, à un moment donné, ça ne peut pas le faire si les gens n'ont pas le temps de se rencontrer, de se concerter, de discuter ensemble. Donc il faut que ça soit vraiment posé comme une condition organisationnelle. Bon, une dernière et puis on va clore la soirée. Par rapport aux règles, toujours, tout à l'heure vous avez donné l'exemple des deux exemples là, chez les policiers. Donc un groupe où il y avait 3 personnes et puis l'autre où il y avait 2 personnes. Est-ce que vous pensez qu'il faille que ces règles soient écrites, ou là, si vous constatez que finalement il y a l'habitude de bien fonctionner avec ces règles finalement qui se sont mis automatiquement par le fait d'être ensemble en place, et qu'il y a une très bonne régulation et qu'il n'y a pas de protocole écrit, est-ce que c'est une bonne chose, et est-ce qu'il faut aller vers forcément une procédure écrite avec une règle au sens propre du terme? Alors, si on reste à un niveau de régulation, il vaut mieux pas que ça soit écrit. D'accord ? Sinon, on passe à ce moment-là
dans une règle qui devient formelle dès qu'on commence à écrire. Mais néanmoins, il y a quand même des règles à réécrire. Vous voyez ? Donc, il y a quand même parfois l'encadrement, il doit veiller aussi à créer une discussion avec ses équipes. Par exemple, je pense à certaines règles maintenant qui sont officielles, qui étaient des règles de régulation qui sont devenues officielles. Par exemple, pour pouvoir, dans la police, infiltrer des réseaux de drogue, eh ben, ils font circuler de la drogue entre eux. Hein. C'est une règle qui s'était construite dans certaines équipes, mais maintenant qui est devenue un peu officielle. Donc parfois, ça peut être important aussi de l'institutionnaliser, hein, si c'est quelque chose qui est reconnu et qui peut être important comme un moyen de réorganisation du travail. Mais pas trop non plus formalisé, parce qu'autrement, il n'y a plus de vitalité, là. Hein. Mais par contre, donner les moyens pour que ça se fasse. Oui. Voilà. Pour clore cette soirée, une chose, tu as parlé de la genèse. Hein, pourquoi tu étais tombé un petit peu dans la vitalité, dans l'activité collective, mais toi, dans ton expérience, qu'est-ce qui fait que tu as été amené à t'intéresser et à en faire un objet de recherche? Quels sont les grands moments qui t'ont amené, toi, à faire ce passage-là? De l'activité individuelle à l'activité collective? Ouais. Parce que d'abord, je suis tombée dans les relations de service, donc ça a réinterrogé le modèle de l'activité individuelle déjà. Et puis parce que moi aussi, je me suis nourrie des échanges que j'ai eus avec les autres. Parce que j'ai travaillé sur une recherche avec Antoine Laville, Serge Volkoff et Yves Clos. Donc ça s'est pas construit, c'est pas moi qui l'ai construit toute seule, hein, ce modèle de l'activité collective. Hein. C'est aussi nourri de mes recherches. Parce que j'ai travaillé dans prévention durable avec Yves, Roclore, toi, Danielou, et qu'on a été aussi sur les questions de mobilisation d'acteurs dans l'efficacité de la prévention. Parce que là, plus récemment, je suis sur la question du médecin du travail. Donc c'est un processus complètement itératif, c'est-à-dire que le modèle de l'activité collective, il correspond aussi à mon propre processus de développement en tant que chercheur. Et que je ne peux pas concevoir la recherche sans les autres. Et sans du travail collectif et du collectif de travail. Et ça, c'est aussi quelque chose qui m'enrichit, qui me permet de me développer au niveau de mes compétences, qui fait que je suis en bonne santé et que voilà. Non, mais c'est d'autant plus intéressant que nous sommes quand même dans un processus d'individualisation en termes de management, et que tu reprends par ce phénomène-là, tu redévoiles toute la richesse de s'intéresser à la dimension collective. Alors, pour terminer, on a vu, si vous voulez, la démarche activité collective, opérateur de santé. La prochaine fois, on vous invite à une conférence où on verra les âges, justement, dans la santé. Quelle est la place des âges et du vieillissement dans la santé? Et tu as parlé de Serge Volkoff. Eh bien, on aura le plaisir d'inviter Serge Volkoff du CREAPT, qui est le centre d'études et de recherche sur l'âge et les populations, qui va venir vous donner un petit peu le sucre de tout son parcours professionnel, parce que là, il va prendre sa retraite dans quelques temps. Mais je peux vous dire qu'il est très intéressant et on est très heureux de l'accueillir. Donc, ce sera le 11 octobre 2012 et bien sûr un jeudi soir. En tout cas, merci Sandrine pour ton intervention. Super. Ouais. Oh là là.